Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith. Mais peut-être entendez-vous le printemps qui arrive. Eh ben en tout cas, moi je l'entends. Ouais, vous le faites bien, Mathéo Lamblot. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Faut que ça change sur Sud Radio comme chaque semaine parce que 18,2 millions de personnes sont en situation de handicap. Mais quasiment 30 millions sont concernés directement ou indirectement par cette question. Et cette émission, du coup, elle est faite pour vous. À distance avec nous, Salim Ejnaeni, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous sentez le printemps qui arrive, Salim, sur votre peau? Mais absolument, oui. J'ai adoré moi l'intervention de Mathéo. De Mathéo qui faisait le petit oiseau. Je suis pour voilà, ça c'est moi. Il est moins bien fait. Hein. Allez, au sommaire de cette émission, nous allons recevoir l'ancienne ministre, également élue du Nord en tant que députée. Alors, il faudrait que je leur demande sa circonscription, je m'en rappelle plus. Désolé, faute à moi. Elle sort de son portefeuille dédié aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Elle a un bilan et on va le traverser avec elle et voir si tous les objectifs sont atteints ou restent encore à tenir, avec notamment cette conférence nationale pour le handicap qui aura lieu cet été. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans ou ce qu'il pourrait y avoir. Également le témoignage d'un auditeur qui lance un cri d'alerte sur la situation qui concerne ses petits-enfants. Et vous, Mathéo, ce sera quoi du coup? Coup de cœur ou coup de gueule? Un coup de gueule et il vous concerne directement, Anthony. Ah bon, ouais. Je suis curieux de savoir. Allez, faut que ça change. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. Alors, un coup de gueule qui me concerne. Je suis curieux, allez-y. Effectivement, Anthony, je suis consterné. Pour la énième fois, vous avez été victime d'un comportement discriminatoire de la part d'un chauffeur Uber. Les faits remontent à 2 semaines. Hein. Le chauffeur vous voit arriver avec Nepia, votre chien guide, et vous lance immédiatement « Les chiens sont interdits », sauf que Nepia, ce n'est pas un chien comme un autre. Je le répète, c'est un chien guide, et la loi est très claire. Les chauffeurs Uber ont l'obligation d'accepter les personnes accompagnées d'un chien guide. Finalement, vous montez quand même dans la voiture, le chauffeur accepte de vous emmener, mais pendant le trajet, il appelle la plateforme Uber pour lui signaler votre présence avec Nepia. Et là, la réponse est stupéfiante. L'interlocuteur lui explique qu'il aurait simplement dû refuser la course. Autrement dit, la plateforme, elle valide un comportement illégal. Discriminatoire. Et oui, et illégal. Et c'est là que le problème devient beaucoup plus grave parce qu'une charte peut bien être signée, des engagements peuvent être affichés partout. Si dans les faits, la plateforme explique aux chauffeurs qu'ils peuvent refuser, alors ces engagements ne valent plus grand-chose. Et votre histoire, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Elle reflète ce que vivent des dizaines de personnes accompagnées de chiens guides, presque quotidiennement. Et il faut le dire, c'est indigne. Alors Uber, il est temps d'arrêter les promesses et de passer aux actes. Formez vos chauffeurs, rappelez la loi, sanctionnez ceux qui la bafouent, parce qu'à force de refuser des chiens guides, ce n'est pas simplement des animaux qu'on rejette, ce sont des personnes qu'on exclut et qu'on déshumanise. Et en 2026, je pense que c'est plus acceptable. Bon, moi je m'exprimerai pas sur ce dossier parce que malheureusement il y a une plainte en cours. Ouais, donc, moi je le ferai sans problème. Je vous en prie, Salim. Ouais, je suis scandalisé d'avoir encore besoin de rappeler, encore besoin de nous cacher derrière l'argument de l'année et de dire qu'on est scandalisé qu'en 2026. Je veux dire, on le fera encore jusqu'en 2030 si ça continue. Donc appeler à ce que Uber réagisse, oui, quelque part ils ont trahi ma confiance, Uber, en agissant de la sorte et en continuant à agir de la sorte. Je pense qu'il faut en appeler aussi à nos forces de police et de maintien de l'ordre. On nous rabâche que les caisses sont vides. Vous savez quoi, les amis, il y a des sous à se faire. Voilà, dressez les amendes, faites-nous un joli lien qu'il y a entre le chien guide, la situation de handicap et la discrimination de refuser le handicap puisque le chien guide est directement lié à celui-ci. Et vous verrez, les chiffres vont augmenter en termes d'amendes et peut-être que là, on aura une compréhension véritable. Quand on empêche une personne de prendre un transport avec un chien guide, on l'empêche de se rendre au boulot, on l'empêche de participer à sa vie familiale, à sa vie potentiellement parentale, d'aller avec ses amis ou quoi ou qu'est-ce. Je veux dire, on lui restreint sa participation de citoyen et ça, c'est inacceptable. Il n'y a aucun moment, aucune version de l'histoire où ça passe. Et voilà, Mathéo, vous me l'avez énervé. Voilà, ça y est. Il y a de quoi l'être. Là, il va être chafouin pendant toute l'émission. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Charlotte Parmentier-Lecoq, vous vouliez peut-être réagir?
Bonjour à tous. Oui, écoutez, Bonsoir, j'ai la même réaction parce que effectivement, on a quand même des textes de loi qui sont clairs, on a une application de la loi qui est claire aussi, et puis on a encore des comportements comme celui-là qui sont vraiment lamentables et qui appellent d'abord à déposer plainte immédiatement parce que C'est fait. c'est très grave, c'est une discrimination, et ensuite à des sanctions, et il faut que Uber réagissent fermement. Si je peux dire quand même une chose, c'est que j'ai pu quand même constater que G7 a vraiment mis le paquet sur G7, la c'est une compagnie formation, de la taxi à Paris. mobilisation. Et dans d'autres villes de Absolument, France. et donc ça montre que c'est possible et qu'on ne doit absolument plus tolérer ce type de réaction. Effectivement. Alors voilà, moi je l'ai dit, j'ai déposé plainte, donc je laisserai la justice faire son travail et je m'exprimerai pas sur le cas en cours, mais nécessairement la discrimination en France, quelle qu'elle soit, elle est intolérable. 22% selon le défenseur des droits des cas rapportés et des saisines pour discrimination concernent le handicap, loin devant les discriminations pour origine ethnique ou la religion, qui respectivement sont à 10 et 11%. Et je rappelle, Anthony, très rapidement, que récemment le tribunal de Bobigny, justement, faisait encore une fois comparaître un cas de refus de chien guide, avec le gros espoir de faire rapprocher encore une fois les sujets de discrimination et de refus de chien guide. Voilà, pour faire passer cet acte inacceptable et d'un autre temps à un autre niveau aux yeux de la loi. Charlotte Parmentier-Lecoq, juste, vous êtes de quelle circonscription? Parce que j'ai pas su le dire en début d'émission, je suis désolé. Ah, 6e circonscription du Nord. La fameuse, voilà. La fameuse, la célèbre. Allez, Celle de la Pévelle. On va aller du côté de Bordeaux, je crois, avec Daniel qui lui aussi a envie de crier avec son cœur pour une injustice qu'il se dit être victime. En tout cas, ses petits-enfants. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Anthony, merci beaucoup de me donner la parole. Et je suis particulièrement heureux de prendre cette parole là en présence de l'ancienne ministre du Handicap, dont est suivi bien entendu les réalisations. Donc, on en parlera après, oui. Allez-y Daniel, la parole est à vous sur Sud Radio. Oui, donc moi je voudrais témoigner aujourd'hui comme grand-père de 3 enfants autistes placés, mais aussi comme scientifique qui a consacré sa vie à comprendre le cerveau et le développement de l'enfant. Donc on parle ici de 3 enfants, notre petite fille qui a 12 ans et ses 2 frères jumeaux de 8 ans. Tous les 3 ont été diagnostiqués avec un trouble du spectre de l'autisme. Et depuis près d'1 an, ils sont placés à l'aide sociale à l'enfance, ont été progressivement privés de tout contact avec leur famille, leurs parents, leurs grands-parents, leurs repères affectifs. Aujourd'hui, ça fait 13 mois qu'ils ne nous ont pas vus, qu'ils n'ont vu aucun membre de leur famille, et ça fait 4 mois qu'ils n'ont plus aucun contact avec aucun des membres de leur famille. Or, on sait que les enfants autistes ont avant tout besoin de stabilité et de repères, et aujourd'hui, ils vivent exactement l'inverse. Et pour quelles raisons ont-ils été placés à l'origine, Daniel ? Donc ils étaient placés à la suite d'informations préoccupantes concernant le père et la mère, sur lequel je ne vais pas m'exprimer. La justice doit s'exprimer là-dessus. Mais donc nous, on s'est proposé tout de suite pour être tiers de confiance, parce que suivant la loi Taquet de 2022, normalement, en cas de possibilité de placement, il doit y avoir d'abord les proches parents. Une analyse dans l'environnement des enfants, et en particulier dans la famille élargie. Dans notre cas, ça n'a pas été fait. On a eu une très vague étude 3 mois après le placement par des référentes et des personnels, des travailleurs sociaux qui de toute façon avaient déjà fait leur avis à l'avance. Et depuis, donc, malgré nos réclamations, nos demandes, les différents passages devant les différentes instances judiciaires, le handicap de nos petits-enfants n'est pas reconnu. On a même entendu dire pendant une des auditions par les magistrats que de toute façon, c'était pas si grave que ça, ils n'étaient pas vraiment autistes, puisqu'ils avaient juste un trouble du spectre autistique. Donc ça, pour nous, c'est intolérable.
En plus, ils sont changés de lieu. Là, en un an, ils ont changé de lieu d'accueil 5 fois. Ils ont changé d'école 4 fois. Donc, pour des petits-enfants, c'est très difficile. C'est beaucoup quand même. Pas de stabilité. Et pour des petits-enfants autistes, c'est encore pire. Donc, ils sont, on imagine, dans un état psychologique absolument terrible. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on propose une solution familiale stable avec l'accord des parents, mais malgré cela, des services sociaux et donc la justice en suivant refusent d'étudier notre proposition de manière détaillée et indépendante. Bon. Écoutez Daniel, je sais vraiment pas quoi vous dire, si ce n'est que nécessairement je compatis surtout à la situation de vos enfants. Je vous propose évidemment de nous tenir au courant sur Sud Radio de l'avancée de votre affaire et surtout du cas de vos enfants. C'est délicat parce que vous avez une affaire en justice et je vais appliquer à tout le monde le même droit de réserve que je me suis appliqué à moi-même. Donc je ne demanderai pas aux invités autour de la table de réagir. Mais en tout cas, vous savez que Sud Radio vous donne la parole, quoi qu'il en soit. Donc vous nous appelez au 0826 300 300, vous nous écrivez « Je participe » @sudradio.fr. Je vous souhaite énormément de courage, Daniel, à vous, à votre compagne et puis surtout à vos petits-enfants. Ça doit être difficile, en tout cas, cette situation de non-stabilité. Vous continuez à nous écouter sur Sud Radio avec ce match La Rochelle-Pau qui vient juste après. Et nous, on va faire une petite pause et on va parler avec Charlotte Parmentier-Lecocq, députée du Nord de la 6e circonscription la plus importante, n'est-ce pas, hein, Charlotte Parmentier-Lecocq? Tout à fait ça, la plus belle. Merci en tout cas à Daniel, bonne soirée à vous et continuez à nous écouter sur Sud Radio. On revient juste après ça. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et de retour en cette soirée de printemps qui approche, là, qui vient. Voilà, et de nouveau les petits oiseaux. Vous les faites mal, Mathéo Lamblot. Je me sens bucolique, Anthony, aujourd'hui. Mais je suis d'humeur joyeuse parce que ça y est, le printemps arrive, l'hiver s'en va. Mais combien même, est-ce qu'on en a eu? Ça, c'est une belle question aussi. Beaucoup de pluie, mais... beaucoup de pluie, beaucoup de crues. D'ailleurs, une grosse pensée pour toutes celles et ceux qui subissent encore les effets de ces crues. Vous savez, sur Sud Radio, on pense très fort à vous et on vous accompagne. N'hésitez pas à nous appeler tout au long de la semaine au 0826 300 300 ou à nous écrire. Je participe @sudradio.fr. C'est votre radio. Le Parlons Vrai, toujours avec Mathéo Lamblot autour de la table qui fait le bruit des petits oiseaux. Salim Ejnaini qui le supporte, moi aussi. Et Charlotte Parmentier-Lecocq, ancienne ministre, députée de la 6e circonscription du Nord, la plus importante, dirait-elle, ou le dirais-je, où on va revenir avec vous, Charlotte, sur votre bilan en tant qu'ancienne ministre des personnes âgées et des personnes handicapées. Mais avant cela, Salim, dans la story de la semaine, on va parler... Sommes-nous tous égaux face à la justice, Anthony? Question large. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. C'est à vous, mon cher Salim. Le sujet de la justice est un sujet vaste. La justice est-elle justesse? Est-elle équité? Est-elle égalité? C'est encore plus compliqué quand on apporte la notion de situation de handicap. On a beaucoup de cas où le handicap vient peser dans la balance de la justice, que ça soit pour servir ou desservir l'un ou l'autre parti. On a des cas notamment qui pullulent, quiconque veut rechercher. Alors là, pour le coup, sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Des témoignages où un père, une mère, peu importe, se voit empêcher ou en tout cas se battre d'autant plus pour une garde ou se voit ressortir leur handicap comme un contre-argument à l'obtention de la garde ou d'un quelconque événement familial. On a le cas des discriminations relatives aux chiens guides. Nous recevions notamment, on parlait d'un exemple, une jeune femme qui a eu des frais exorbitants quand elle allait chez le dentiste parce que à cause de la présence de son chien. Je me rappelle de cette histoire. Eh bien, cette femme a aussi été en situation de perte de travail sur de l'aveu même de son employeur à cause de son chien guide, que ça ne passait pas. Et en fait, la justice n'a pas suivi, en l'occurrence, personne ne l'a accompagné là-dedans. Et bien que le motif soit clairement avoué par l'employeur, rien n'a été suivi des faits. C'est-à-dire que peu importe, la discrimination n'a pas été reconnue. On a des situations compliquées, problématiques, et je ne parle même pas de l'accession à la justice
justice, pour lesquels certaines associations comme Droit Pluriel permettent justement d'essayer de combler le fossé. Mais force est de constater qu'on n'est pas tous égaux face à la justice et que le handicap est encore malheureusement parfois une barrière, si ce n'est infranchissable, en tout cas empêchante d'obtenir justice et réparation. Effectivement, merci Salim Ejnaïni. Alors, je vais me tourner derrière l'ancienne ministre que vous étiez, Charlotte Parmentier-Lecocq, avec là, cette fois-ci, sommes-nous égaux face aux démarches administratives? Je sais que vous en avez fait un des sujets de votre... c'est pas vraiment un mandat, enfin si, quoique, c'est le mandat que vous a donné le président de la République. Vous avez cherché à simplifier les démarches des maisons départementales des personnes handicapées parce que le constat que vous avez fait, c'est que c'était très difficile de pouvoir ne serait-ce que faire valoir ses droits ou les renouveler. Oui, alors peut-être vous dire que lorsque j'ai été nommée d'abord dans le gouvernement Barnier, en septembre 2024, je suis arrivée avec mon expérience de députée à la Commission des Affaires sociales et de conseillère départementale du Nord, et donc avec beaucoup de remontées de familles, d'usagers, expliquant les lourdeurs et même la peine, la difficulté que représentent les démarches administratives. MDPH, ouais. Le formulaire notamment, et puis beaucoup de choses qui l'entourent. Et c'est pourquoi j'ai vraiment voulu m'atteler à ce premier chantier en lançant un travail qui s'appuie vraiment sur le ressenti des usagers. Donc j'ai rencontré un tour de France des solutions, personnes. Vous aviez appelé ça, je crois. Voilà, exactement. C'était le tour de France des solutions, considérant que il y avait des solutions à construire. Il y en avait aussi qui existaient sur le terrain, que certaines maisons mettaient en place et qu'il fallait aller à leur découverte. Et donc j'ai pu rencontrer un peu plus de 200 personnes, des usagers et des familles d'usagers. Et puis aussi des agents des MDPH. Ouais. Exactement, parce que finalement pour eux c'est aussi très frustrant de se retrouver dans des situations où on a des outils qui fonctionnent pas forcément comme ils le souhaiteraient et qui peuvent entraver leur volonté aussi d'accompagner au mieux les personnes. Et donc tout ça a donné lieu à 18 mesures très concrètes qui sont en train d'être mises en œuvre et dont l'une à laquelle je tenais particulièrement, qui était celle d'un nouveau formulaire construit sur la base de ces retours et qui est rentré d'ailleurs en vigueur. Qui est rentré en vigueur. Alors, il est en expérimentation. Oui, voilà. Dans 5 départements, ce qui va nous permettre de tester grandeur nature son usage, après qu'il ait d'abord été soumis à des tests auprès de personnes, d'usagers. Et à la suite de cette expérimentation, d'ici à la fin de l'année 2027, l'objectif c'est de pouvoir le généraliser partout, en ayant fait les éventuels ajustements qui seraient nécessaires et qui remonteraient de l'expérimentation. Ça veut dire qu'au terme de cette expérimentation, on pourra espérer avoir des délais de traitement de combien de temps quand on posera sa première demande à la maison départementale des personnes handicapées ? L'objectif général pour toutes les MDPH, il est de 4 mois. Certaines arrivent à être en dessous. La MDPH du Nord, alors d'autres sont beaucoup au-dessus, malheureusement. La MDPH du Nord, qui est la plus grosse en termes de nombre de dossiers à traiter, parvient à atteindre ces 4 mois, mais il y a aussi et qui fait partie du territoire d'expérimentation. Elle fait partie du territoire des 5 départements d'expérimentation. Mais l'objectif, c'est d'abord que le formulaire il soit plus compréhensible, il soit moins vécu comme un enfer par les familles et par les usagers. Et autour de ça, on ajoute aussi d'autres choses. On ajoute notamment un formulaire pour simplement demander le renouvellement de ses droits, qui est beaucoup plus simple. Et puis dans la loi, dans le projet de loi de simplification qu'a voulu le Premier ministre, j'ai proposé qu'on ajoute aussi des mesures pour demander uniquement une RQTH ou une carte de mobilité, puisque ça représente un très gros volume des dossiers traités par les MDPH. Et oui, parce qu'aujourd'hui, il faut faire un dossier complet pour une demande complet. Et pour pouvoir changer ça, il faut changer la loi. Donc on a un travail législatif à faire, mais c'est en préparation. Et donc j'aurai à cœur, en tant que bientôt de nouveau parlementaire, de suivre ça de très près. Et ensuite, allez-y Salim.
Non, mais je me demandais un formulaire plus clair, plus concis. Comment s'assurer qu'il ne soit pas moins complet? Parce que quelques usagers commencent à témoigner un petit peu là-dessus et font savoir un peu leur inquiétude là-dessus, sur le fait qu'il y ait moins de cases et potentiellement moins de choses à pouvoir faire remonter. Alors, ce qui est prévu, c'est que d'abord, il y a des formulations qui sont beaucoup plus simples. Ce qui a été retiré, ce sont des items qui étaient redondants. C'est que parfois, on demandait des choses qui étaient déjà demandées par ailleurs dans le même document. Et ce qui a été aussi retiré, c'est des questions comme par exemple la page projet de vie. Décrivez le projet de vie de votre enfant. C'est bien compliqué de demander à quelques parents que ce soit d'écrire le projet de vie de son enfant. Et ça, c'était vécu et ça a été très très largement partagé. Donc tout ça a été modifié. Cependant, il est indiqué très clairement que les personnes peuvent ajouter toutes les informations qui leur semblent pertinentes, qui leur semblent utiles pour compléter. Et c'est surtout une façon de formuler les choses beaucoup plus clairement. Ensuite, vous aviez une boîte à outils, pardon, je vois juste le temps qui défile, Charlotte Parmentier-Lecoq. Vous aviez une boîte à outils à destination des communes pour pouvoir les aider à mieux appréhender la question de l'accessibilité. Oui, merci beaucoup. J'en profite d'être encore dans la période des municipales pour lancer vraiment un message à toutes les listes qui se présentent aux municipales pour leur dire que c'est extrêmement important d'avoir une dimension inclusive et de prendre en compte la question de l'accessibilité dans le projet de la commune. Également sur la liste électorale. Et également dans la liste électorale, évidemment, dans le processus d'élection, dans la propagande électorale. Mais vraiment, on voit que quand on prend en amont des projets la dimension de l'accessibilité, c'est beaucoup plus évident ensuite pour se garantir que le projet va bien être accessible. Bien sûr. Et j'ai voulu, pour rendre les choses les plus pragmatiques possibles, créer une boîte à outils que la délégation interministérielle à l'accessibilité a développée, qui est en ligne, qui est complètement disponible pour tous les candidats, libre d'accès, et qui regorge d'idées qui sont repérées un peu partout sur le territoire national, et puis aussi d'outils méthodologiques, de repères réglementaires, pour aider en fait les candidats et par la suite les équipes municipales à bâtir leur projet d'accessibilité. Au quotidien doivent déployer ces politiques-là. Et enfin, je voudrais juste vous entendre sur cette réforme, sur le remboursement des fauteuils roulants qui intervient depuis le 1er décembre 2025. Remboursement intégral que vous avez voulu avec le président de la République, que vous avez fait accoucher comme loi. On en est où là aujourd'hui depuis que vous êtes parti? Vous savez un petit peu comment... Oui. Alors ça, c'était, pour rappel, un engagement du président de la République lors de la Conférence nationale du handicap de 2023. Et donc moi, quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu à cœur qu'on puisse traiter cette question et concrétiser cette promesse. C'est un dossier très compliqué parce qu'en fait, on met des intérêts différents autour de la table. Et on s'est mobilisés vraiment ensemble avec comme boussole l'intérêt des usagers. Moi, j'ai fixé comme cap qu'au 1er décembre, on lançait les opérations. Et ça y est, c'est lancé. Pour ça, il y a eu un comité de pilotage de la réforme qui maintenant s'est transformé en comité de suivi, que j'ai pu réunir 3 fois avant mon départ du gouvernement la semaine dernière, et qui va continuer de se réunir avec ma successeur, Camille Gaillard-Minier. Qu'on invitera et qu'on recevra dans l'émission d'ailleurs. Merci beaucoup Charlotte Parmentier-Lecoq, je suis désolé mais le temps nous est compté. Vous êtes députée de la 6e circonscription du Nord. Merci à vous, en tout cas, j'étais contente de vous retrouver. Nous aussi, ministre des personnes âgées et des personnes handicapées. Bon courage à vous à l'Assemblée nationale que vous allez retrouver là dans quelques jours seulement. Mathéo Lamblot, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salim Ejnaï également, vous bougez pas sur Sud Radio. La Rochelle, Pau. À suivre sur Sud Radio. Très bonne soirée à vous.